10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, l'émission du donner et du recevoir en partage d'expériences, de rencontres, d'invités de marque et surtout de renforcement de culture générale. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, pour aujourd'hui, nous allions discuter de deux rubriques, à savoir la rubrique leadership et éducation et la rubrique culture. Pour la rubrique leadership et éducation, dont nous allions démarrer tout de suite, nous allions discuter du thème suivant, leadership et développement personnel dans le monde d'aujourd'hui, avec comme invité sur ce plateau aujourd'hui le coach Gomis, qui est fondateur du cabinet des élites, coach en développement personnel et prise de parole. Bonjour, coach Gomis. Bonjour. Et bienvenue à Télé-École. Merci pour l'invitation et nous saluons les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Merci beaucoup. Alors, le leadership et le développement personnel dans le monde d'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes se proclamer coach, dont vous qui êtes là. Nous voyons aussi beaucoup de personnes s'intéresser au leadership et au développement personnel. Il y a aussi pas mal de formations en développement personnel, surtout qui se font sur Dakar, au Sénégal et presque partout dans le monde. Donc déjà, pourquoi cet élan de vouloir s'intéresser à ces deux domaines aujourd'hui? Merci pour la question. Il faudra d'abord savoir que le leadership et le développement personnel sont deux concepts étroitement liés, étant donné qu'il parle de leadership par développement personnel. Tout leader en a besoin et toute personne en a besoin. Et vous avez souligné une chose qui est importante. Vous avez dit aujourd'hui, c'est-à-dire nous parlons d'un leader moderne. Donc, de ce fait, il faudra savoir déjà, il y a quelques qualités qu'il faut en avoir d'abord pour devenir un leader, pour être déjà leader ou pour les personnes qui sont déjà leaders. De ce fait, vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de personnes se réclament coach. Moi, je le suis parce que j'ai une certification, double certification déjà. Certification comme étant coach, comment dirais-je, en prise de parole en public et en développement personnel. Et sur ça, il est très important de revenir. Il y a plusieurs types de leaders. Il y a des leaders transformationnels, il y a des leaders transactionnels, il y a des leaders servants ou serviteurs. Donc, de ce fait, il faudra savoir vraiment ressortir chez chaque personne quel est son style de leader. Donc, de ce fait, il est très important de développer plus. Et de nature, j'aime pas donner les définitions parce que je suis plus pratique que théorie. D'accord. Alors, certainement, on aura nos définitions avec vos exemples concrets. Donc, avant d'aller sur les différents types de leaders, j'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qui vous a motivé déjà à vous spécialiser dans ces domaines. Alors, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, c'est une passion. Et moi, je me dis toujours que je dois être au service de l'humain, étant humain aussi. Donc, de ce fait, ma plus grande mission, bien mon sacerdoce, est de voir les autres réussir. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui peuvent transformer la vie des autres. Et comme ces personnes aujourd'hui en ont besoin de ces outils de leadership et de développement personnel pour en arriver, donc je me suis dit, pourquoi pas avec l'expérience personnelle et professionnelle, de me spécialiser dans ce domaine pour pouvoir apporter mon savoir à l'humanité et surtout aider les gens à rehausser leur niveau. Et la plus grande mission, c'est d'aider les individus et les organisations à atteindre leur potentiel. Merci pour ça et bonne chance pour cette quête. Alors, parlons un tout petit peu des types de leaders, des différents types de leaders. Donc tout à l'heure, vous avez dit que vous aidez, en tout cas les personnes, à trouver le leader qui est en eux. Alors, comment est-ce que vous procédez vraiment pour une personne qui n'a absolument aucune notion, que ce soit en leadership, en leadership, développement personnel? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites en sorte de ressortir ce leader et de faire en sorte que cette personne soit consciente de cela? Alors, merci. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons, d'innombrables manières à aider une personne à ressortir le potentiel qui dort en lui. Non seulement, la première des choses, c'est quoi? Par exemple, chez nous, ce qu'on fait, on essaie d'amener quelques questionnaires et la personne, on l'invite à être sincère avec soi-même et du moment qu'elle remplit
répond à ces questionnaires, on saura nettement il a quel style de leader ou quel est le type de leadership qui dort en lui. Et aujourd'hui, si nous prenons par exemple, j'aime bien dire, parce que mis à part d'une question politique, j'ai l'habitude de dire aux gens que Chonian, déjà, c'est un leader servant ou serviteur. Donc, de ce fait, en voyant ce qu'il est en train de faire, il est en train de servir et non pas se servir. C'est là où on essaie de diagnostiquer le type de leader. Et nous constatons même autour de nous, autour de nos associations, dans nos familles, il y a ces personnes qui sont là juste pour servir les autres et non pas se servir. Déjà, en voyant cela, vous pouvez aider la personne à mieux s'orienter dans ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut devenir. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler plus davantage sur l'estime de soi et la connaissance de soi. Vous savez, la connaissance de soi commence du moment où on commence à prendre conscience de notre personne, quand on commence à s'aimer suffisamment, à ressortir notre plein potentiel et à prendre conscience du véritable moi intérieur. Donc, de ce fait, il est très important de pouvoir diagnostiquer ces styles de leadership afin de pouvoir aider une personne à s'orienter davantage. Au sein des entreprises, il y en a à gogo, si je peux le dire ainsi. Donc, au sein même des entreprises, on peut aussi ressortir les types de leaders par les biais de notre RH, ou bien par les biais du chef d'entreprise et tout. Donc, il faudra savoir ressortir ces styles de leaders et ça va nous aider ensemble de pouvoir grandir. D'accord. Merci pour les précisions. Alors, si on pouvait avoir un aperçu des types de leaders, s'ils sont nombreux, si on peut avoir les plus importants que vous nous recommandiez aujourd'hui dans notre société. Moi, je dirais toujours un leader serviteur ou servant. On en a besoin surtout pour le Sénégal et pour l'Afrique et le monde entier. Tu sais, l'affaire de l'intérêt crypto-personnel, tu nous mènes vers un monde bipolaire. Et surtout avec comment je vais l'appeler, le capitalisme. Parce que prenons compte que nous vivions dans une société sociale, avec l'économie solidaire et donc de ce fait, il est très important pour nous d'aider ou pour nous de commencer à inculquer certaines valeurs à nos frères, à nos enfants et j'en passe, à comprendre que si vous servez, aujourd'hui, vous serez servi. La première des choses, parce que le malheur en est que les gens pensent en étant leader transactionnel, c'est-à-dire ils basent sur les primes et tout, c'est là où naîtra la corruption. Quelqu'un qui veut régler tous ses problèmes par le biais de l'argent, et en ce moment, en certains moments, si l'esprit de son employé ou l'esprit de son équipe est un peu faible, la corruption pourra advenir. Donc, c'est ça pose beaucoup de problèmes et ça peut détruire la société. Donc, de ce fait, j'aurais aimé conseiller aux gens d'être ces leaders servants ou même transformationnels, basés sur la vision. C'est-à-dire, comme le disait Karl Marx, un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui montre le chemin. Là où on adviendra avec peut-être la différence entre un leader et un manager. Donc, il faudra travailler toutes ces choses afin de permettre à une génération de pouvoir se propulser. C'est-à-dire, moi, je vais vraiment perdre mon temps sur le leader servant. Parce que je me dis, servir les autres doit être une mission première, doit être un sacerdoce, doit être en tout cas une mission inéluctablement à négliger. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai à dire sur cette question, s'il y a une relance sur moi. D'accord. Alors, sur le leader transformationnel, on pourrait le catégoriser, par exemple, dans ceux, par exemple, qui dirigent des mouvements de jeunes, des associations, vu que vous parlez de vision, transformation, et de mener un groupe. Est-ce qu'on pourrait le spécifier dans ce cadre? Être sûrement le président ou, comment je vais l'appeler, être à la tête d'une association ou d'une structure ne veut pas dire que vous êtes leader. Néanmoins, on peut être leader. J'ai l'habitude de dire à mes amis, je préfère être la tête d'une équipe que d'être à la tête d'une équipe. Donc, de ce fait, jusqu'à présent, à l'intérieur de chaque organisation, il y a toujours un leader. Maintenant, il y a un leader apparent et un leader caché. Oui. Un leader apparent et un leader caché. Donc, si vous arrivez à ressortir ces deux types de leaders,
ça va vous aider dans votre gouvernance. Mais si vous n'arrivez pas à ressortir ces deux leaders, il y aura toujours un problème qui va se poser. Utilisez un leader apparent pour passer les informations et utilisez un leader caché pour calmer les tensions. Donc, il est très important. De ce fait, diriger ne veut pas dire forcément avoir une grande vision. On peut être un dirigeant qui n'a pas une vision. C'est la raison pour laquelle nous constatons beaucoup de personnes, une fois au pouvoir, deviennent de très grands dictateurs. Pourquoi? Il y avait un problème de vision, problème peut-être de concertation, problème de collaboration, problème de compréhension, problème de l'empathie, problème de vision et s'en passe. Donc, de ce fait, il est très important de travailler sur sa vision. Surtout, il faut avoir une vision éclairée, précise, pour pouvoir diriger une équipe. On peut être dirigeant par accident. Oui. Par accident, ça arrive parce que au pays des aveugles. Donc, vous le savez autant que moi, au pays des aveugles, tout le monde est prophète. Donc, de ce fait, il faudra travailler, mais aussi continuer à apprendre continuellement. D'accord. Mais je dirais quand même que un leader qui est à la tête d'une association n'est pas un leader, mais peut le devenir quand même. Devenir ou l'être. Peut-être devenir ou l'être. En tout cas, être sur ce chemin. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, c'est ma perception personnelle. On est tous nés leaders. D'accord. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est ma perception et je vais l'argumenter. C'est-à-dire, je me dis, depuis le départ, avant notre venue au monde, Oui. il y avait déjà une compétition qu'on a menée. Laquelle des compétitions? Parmi tant de spermatozoïdes, on était l'unique où les deux personnes à sortir. On a eu à compétir d'après les scientifiques. Et du moment qu'on a eu à compétir et sortir parmi les meilleurs, ou parmi tant de personnes, on est déjà leader. Maintenant, le reste, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'apprentissage, l'amélioration qui vont t'aider aujourd'hui à pouvoir atteindre le niveau souhaité. Seulement ça. Maintenant, les gens qui disent forcément, on peut les appeler leaders. On peut les appeler leaders. Mais derrière le leadership, il y a forcément une grande tête. C'est pas forcément une femme. Parce que les gens ont l'habitude de dire derrière un grand homme, il y a une grande dame. Oui. Mais c'est une maman. Hein. Moi, je dis c'est une maman. Ouais, C'est une maman. Les gens pensent toujours c'est une femme. C'est ta femme. Non, c'est une maman. Moi, je dirais c'est ma maman quand même. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, quels sont les traits les plus importants d'un leader pour vous? Les traits, je commencerai par la résilience. Tu sais, derrière chaque succès, il y a 1000 obstacles. Derrière chaque 1000 obstacles, il y a 1000 solutions qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Dans tous les cas, on a apporté quelque chose. Donc, la résilience compte beaucoup pour un leader. C'est-à-dire, un leader doit être quelqu'un qui est résilient, quelqu'un qui a un état d'esprit, un mental d'acier pour aller de l'avant. Parce que il ne suffit pas quand on te dit, tu prends la fuite, ou tu démissionnes, tu abandonnes. Je ne pense pas. Mais aussi, il y a la gestion des émotions. C'est très important pour le leader. Il faut savoir gérer ses émotions. Là, on parle sûrement, comment dirais-je, l'intelligence émotionnelle. Oui. C'est-à-dire, les émotions comptent beaucoup pour un leader. Comment saisir les opportunités? Avec quel état d'esprit? Avec quelle émotion? Par exemple, on vous annonce, vous êtes directeur de telle entreprise. Aujourd'hui, on vous appelle, on dit, Maya, vous êtes directrice de la RTS. Vous commencez à sauter, à crier. C'est bien beau. Maintenant, derrière cette joie, comment vous prenez la chose? C'est une mission. Donc, il faut avoir un état d'esprit. Il faut savoir gérer ses émotions. C'est vrai. Peut-être sûrement c'est une opportunité qu'on vous a donnée, mais il faudra savoir aussi c'est une mission dure à gérer. Donc il y aura sûrement une pression, il y aura l'adrénaline qui fera son travail en temps quand vous serez seul. Donc il faudra vraiment jouer sur cela, mais aussi il y a la confiance. C'est un leader qui n'est pas confiant est un leader facile à détourner de ses objectifs. D'accord. C'est-à-dire, vous allez entendre sûrement les gens dire telle chose. Les gens penser que ta vision est un peu archaïque, ta vision, ainsi de suite,
trop de calomnie, d'injures, de jugement, mais dans votre fort intérieur, vous devez vous dire, là, je sais, je peux le faire. C'est là où les gens vont évoquer sûrement la confiance en soi et l'estime de soi. Les gens confondent ces deux aspects ou ces deux notions, c'est-à-dire la confiance en soi, j'ai foi que telle chose, je peux le faire. J'ai mes compétences, je peux le faire, mais l'estime de soi, quelle perception que j'ai de moi-même. C'est très important. Donc, ça va me permettre de parler des compétences ou les compétences pour un leader. Un leader doit être compétent dans son domaine et doit chercher à emmagasiner beaucoup de bagages, surtout dans plusieurs domaines. Diversifier ses compétences, cela lui permettra non seulement d'être compétent et objectivement d'être prêt à affronter toutes les réalités. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand vous parliez d'estime de soi, aujourd'hui, on voit pas mal de personnes qui, on va dire, se sous-estiment elles-mêmes. Elles sont là en train de dire que si je fais ça, telle personne va me dire ça, telle personne va me dire ça. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Quel conseil aujourd'hui vous donnez à ces personnes pour un tout petit peu se débarrasser de cette perception négative qu'ils ont d'eux-mêmes et le fait de ne pas croire en eux? Alors, je pense que je vais partager juste un petit secret. C'est une technique que j'utilise lors de mes séminaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous demande tout simplement de me dire deux choses donc qui ont entré avec votre personnalité. Par exemple, je vous dis aujourd'hui d'écrire quelque chose. C'est-à-dire d'essayer de vous contempler vous-même. De dire par exemple, je suis beau, je suis belle, je suis intelligent, je suis intelligente et tout. Tu sais, beaucoup de personnes ont ce problème de dire que je suis. Il est très important de dire je suis d'abord. Il faut d'abord connaître qui vous êtes avant de prétendre connaître l'autre. Sinon, les gens vont t'acheter au prix dont tu te prétends se vendre. Donc, il est très important de travailler sur ces aspects. Mais s'il y a un conseil à le dire, que cette vie, on ne vit pas pour impressionner les gens. On ne vit pas pour plaire aux gens. On a notre vie à gérer. Et s'il y a une seule façon de réussir à cela, c'est de se dire d'abord, moi d'abord. Tout commence, on dit, charité bien ordonnée, commence par soi d'abord. Mais comment vouloir plaire à Massata ou à Maï ou à Clémence, alors sans pour autant me façonner d'abord, dire oui, ça me plaît d'abord. Je le fais avec ouverture, mais je ne le fais pas parce que je veux plaire à telle personne. Et il faut être naturel. Ça va dire non. On ne peut pas à chaque fois dire à l'autre oui, oui, oui. C'est un signe qui montre qu'on manque d'estime de soi. Et tu vois, les personnes, quand vous commencez, ou à chaque fois vous êtes d'accord avec eux, elles ne vous respecteront pas. Si elles savent nettement que tu es occupé, tu as tes principes, tu as des limites, les gens vont te respecter. Ça, c'est un secret. Et la meilleure façon d'échouer cela, c'est de dire, si je dis ça, telle personne va s'énerver. Tu as ta vie. Et quelle image que tu veux que les gens retiennent de toi? Et si toutefois la mort arrive tout de suite, qu'est-ce que les gens retiendront de toi? Tu vas regretter sûrement. Les gens disent, c'est une belle personne, c'est vrai. Mais toi, tu pars avec un regret. Donc moi, je préfère vivre seul, dans la joie, que de faire semblant devant les gens et de vivre quelque part, je dis, la galère. Donc... D'accord, j'espère que c'est un conseil qui sera bien noté par nos très chers téléspectateurs. Alors, vous êtes dans le leadership, dans le développement personnel. Est-ce qu'il y a un leader qui vous a inspiré, une personnalité, voilà, qu'elle soit au Sénégal ou à l'extérieur? Qu'est-ce qui vous a inspiré ou qui vous a inspiré? Sur le plan politique ou quoi, dans la vie? Oui, dans la vie. En général. Je prendrai mon père. Je le dis pas parce que je suis, entre guillemets, les gens vont penser que je suis dans ce panafricanisme. Non, je dirais mon père. Et à qui je sais pas, il y a l'émotion qui monte. À qui, en tout cas, je rends hommage, c'est une occasion. Paix à son âme aussi. Je pense que c'est un père qui aime ses enfants. Il a été toujours résilient. Et je retiendrai toujours cette belle phrase. Je sais que vous parlez pas mon Jacques, sinon j'allais le dire à mon Jacques. Il nous dit toujours, ça ira. Quel que soit le problème, il nous dit toujours, ça ira.
c'est la seule phrase qu'il a pour réconforter ses enfants. Et c'est quelqu'un qui aime réellement ses enfants. Il était toujours là. Quel que soit le problème. Il s'est sacrifié pour ses enfants et il n'a jamais abandonné. Et c'est cette capacité à surmonter les obstacles qui m'inspirent chez lui. Quel que soit son problème, il n'a jamais abandonné. Et moi, je me dis, mis à part de mon père, il y a ma mère. Elle ne te met jamais la pression. Je dirais, elle est leader à part, exceptionnelle, très exceptionnelle. C'est l'occasion de les rendre hommage. Très exceptionnelle. C'est une personne qui ne te met jamais la pression. Elle te fait comprendre la réalité et avec le temps, vous vous rendrez compte que c'est exceptionnel. Elle nous conseille, elle nous oriente avec un ton vraiment doux, avec en tout cas, elle aime échanger avec les gens, tellement souriante. Donc, merci, machallah. Mais mis à part de mes parents, je dirais aujourd'hui, ou bien mis à part du casquette politique qu'on pourra citer, moi, je dirais aujourd'hui, du moment qu'on parle, parce qu'on parle d'un leader moderne. Je parlais d'Ousmane Sonko. Je ne suis pas avec Ousmane Sonko, parce qu'au Sénégal, quand je dis telle personne te dira, oh là, tu es partisan, tu es sympathisant, tu fais partie. Je n'ai jamais vu Ousmane Sonko. Biram Souley, personne. Ok? Mais je pense, Ousmane Sonko a un caractère qui inspire une génération. C'est-à-dire, il est parti de rien pour devenir un héros international. Ousmane Sonko a un caractère de leader à la fois transformationnel, mais un leader servant au serviteur. Il a ces deux caractéristiques. Il est sorti du lot où les gens pensent qu'il faut être un leader transactionnel, c'est-à-dire il faut à chaque fois donner de l'argent pour être aimé. Mais il a donné sa voix pour être aimé. Il a donné le don de soi, c'est-à-dire le patriotisme dont on appelle le PASTEF, ou bien les patriotes. Ousmane Sonko, il a donné une leçon à toute une génération. Si tu veux quelque chose réellement, il faut se donner à vie et il faut se sacrifier au prix de votre existence. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? On a tout dit, si un salafiste, si un rebelle, beaucoup de choses. Si un violeur, c'est un dictateur. Mais il continue toujours à nous inspirer. Et il y a ce caractère d'un homme honnête et intègre. Même si toutefois, on peut pas être à 100% d'accord avec lui, mais il y a ce caractère d'un homme intègre. Une personne qui vous dit, j'ai fait 15 ans dans tel domaine, je n'ai pris aucun franc. C'est rare avec nos leaders. Donc, de ce fait, il faudra comprendre, il a su vraiment braver tous ces obstacles pour en arriver là. Et ici, il a aussi, ce que je vais dire, l'humilité de comprendre que la volonté divine existe. Il pouvait se dire moi. C'est-à-dire, Ousmane Sonko a fait élire les maires, les députés et même le président de la République une première fois. Donc moi, je me dis, quelle leçon que je dois retenir de son parcours? C'est-à-dire dans la vie, si vous voulez quelque chose, il faut se battre. Rien ne sera donné gratuitement. Aucune personne ne peut vous dire, oui, j'ai eu ça gratuitement, ça ne va pas durer aussi. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir grâce à sa pugnacité. Il était en prison. Bon, il a subi beaucoup d'injustices. Oui. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un leader qui inspire beaucoup. Et, mis à part de l'histoire politique, on peut dire que c'est quelqu'un qui est bon à prendre comme un exemple. D'accord. Et si on le prend comme exemple, pourquoi pas aussi parler de la différence entre un leader et un manager? Alors, je pense, un leader, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui montre le chemin. Oui. Donc, du fait, le leader, c'est quelqu'un déjà qui traverse sur sa vision éclairée et qui communique de façon claire. Vous ne pouvez pas s'en savoir. Aujourd'hui, je vais un peu dérailler que la prise de parole en public fait partie des compétences du 21e siècle. Tant sur le plan professionnel que dans la vie quotidienne. Donc, on en a besoin partout. Donc, un leader qui ne communique pas clairement ne sera pas suivi. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne communique pas clairement, qui ne communique pas sa vision. Donc, la vision compte pour un leader. Donc, il faudra travailler cela.
Donc, sur ce, je pense, un manager, c'est quelqu'un, on peut dire, un chef de projet, c'est un manager, un chef d'équipe, il est là pour l'exécution, la planification, l'organisation, le bon fonctionnement comment dirais-je, le bon fonctionnement du plan de travail et tout ça. Mais moi, je dirais que le caractère d'un leader, c'est le cœur. D'un manager, autant pour moi. Un manager, c'est le cœur avant tout. Les deux concepts sont étroitement collés. C'est-à-dire, un manager peut être un bon leader, comme un bon leader peut être un bon manager. Ils peuvent les deux jouer les mêmes rôles. Et moi, je dirais aujourd'hui, il faudra, pourquoi j'ai parlé, il faut avoir un cœur. Avant d'être manager, vous êtes une personne. Vous êtes père de famille, ou bien vous êtes appelé à devenir père de famille, mère de famille. Donc, de ce fait, c'est quoi? C'est-à-dire, tout simplement, il faudra cultiver de l'empathie. L'écoute active. Il faudra cultiver ces choses. Parce qu'il y a une personne qui vient vers vous, sûrement, peut-être, elle a fauté, c'est vrai. Peut-être, elle n'a pas compris, c'est vrai. Peut-être, elle n'a pas su répondre aux attentes de l'organisation, c'est vrai. Maintenant, c'est quoi votre rôle? Étant leader ou manager? Déjà, leader vision, manager organisation, les deux peuvent aller ensemble. Et on peut avoir ces deux concepts ensemble et on peut l'être en même temps. Donc, de ce fait, il faudra cultiver de l'empathie. Écouter activement, comprendre l'autre. J'ai l'habitude de le dire. L'empathie, c'est d'abord le cœur et l'esprit. Tu dois se mettre à la place de l'autre. Le comprendre. Et ne pas le juger. Et l'apporter même de l'aide. Déjà, c'est la mission du coaching. Oui. On n'a pas besoin de juger. Donc, de ce fait, c'est très important de comprendre cette petite nuance entre leader et manager. Je pense que c'était un piège. C'était un piège. Mais il faudra comprendre. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a un cœur. Et un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et les deux, à la fois, donnent vraiment une chose claire. D'accord. Et en parlant d'écoute active et d'empathie, d'habitude, quand on va dans certaines structures, dans certains instituts, ceux qui sont placés à l'accueil, parfois, si tu vas avoir des renseignements ou que tu viens juste pour compléter un dossier, au lieu de te renseigner sur ce que tu dois faire ou te dicter si tu devais faire ça ou ça, la première chose qu'ils font, ils te jugent d'abord. Ils te jugent. Parfois, il y en a même qui te crient dessus. Et après, les gens, ils sont vraiment pas à l'aise pour aller à ces structures ou aller dans, s'il y a un événement ou autre, parce qu'ils ne veulent pas rencontrer ce genre de personnes. Et que c'est vraiment à prendre en compte, surtout pour ces instituts qui à l'accueil déjà, ces personnes ne puissent pas rassurer les gens. Est-ce que cette personne reviendra ou même incitera quelqu'un d'autre à venir? Donc ça, c'est à prendre en compte par la société et aussi par ces différentes, on va dire, instituts qui mettent cela en place. Alors, je pense qu'on a assez discuté du leadership. À présent, on va un tout petit peu aller sur le développement personnel. Déjà, vous, comment est-ce que vous percevez le développement personnel aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de formations qui y vont. Mais comment est-ce qu'on pourrait définir ou quel est vraiment l'esprit pour vivre ce développement personnel aujourd'hui? Et pourquoi il est si important? Comme je l'avais dit à l'entendre, vous savez, moi, le développement personnel, je le définis de façon facétieuse. C'est-à-dire tout simplement, j'ai l'habitude de dire les gens, développer la personne. Et développement personnel. Qui on développe? La personne. Donc, c'est-à-dire le développement personnel, c'est la croissance. Vous voyez? Donc, dans ce développement personnel, forcément, nous avons nos forces et nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'on doit développer? Les deux à la fois. Donc, aujourd'hui, je pense, la nécessité, c'est non seulement ça va vous permettre de retravailler, de travailler davantage sur votre confiance en soi. Tu sais, la personne en a besoin pour se rassurer et aller de l'avant. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, entourez-vous de bonnes personnes. Surtout les personnes qui sont positives. C'est très important. Parce que chaque être humain a besoin de quelqu'un derrière lui qui va lui dire, ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller, vas-y. Ouais. Donc, de ce fait, il faudra à chaque fois continuer à vous développer davantage. Développer votre confiance en soi et surtout
Cherchez à chaque fois à vous découvrir. À vous découvrir, c'est très important. Et surtout, développer vos points faibles. C'est-à-dire, nos points faibles aujourd'hui peuvent être nos forces de demain. Par exemple, quelqu'un qui n'aimait pas la lecture. Et c'est ce que je vais conseiller à tout le monde, d'aimer la lecture. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la lecture, mais il veut percer. Il veut toujours être au top. Mais Il y a problème. il y a un problème. Donc, c'est un défaut qu'on doit développer. Donc, il y a un problème. Moi qui vous parle, je suis un exemple. Au départ, j'aimais pas lire. Très honnêtement, j'aimais pas lire. Maintenant, entre-temps, il y a les réalités qui sont là. Il faut y aller. Il faut y aller à la découverte. Donc, il est très important de travailler sur son développement personnel du jour au lendemain, oui, du jour au jour. C'est très important. D'accord. Ça relaxe. Et quels sont les aspects les plus cruciaux du développement personnel qu'il faut prendre en compte? La lecture. Tout d'abord. Il faut lire la lecture parce que en lisant, on apprend de nouvelles choses. En lisant, on se découvre davantage. Ça nous arrivait parfois de lire une histoire et parfois on est submergé par cette histoire. On est à l'intérieur de cette histoire. On est même l'acteur principal. Vous voyez? Ça nous aide à oublier quelques soucis aussi, mais à améliorer notre orthographe et autres choses. Mais aussi la méditation. Je vous l'avais dit tout à l'heure quand j'étais là. Il faut faire de la méditation. Et surtout, je vais dire aux gens, chaque jour que Dieu fait, faites de la méditation. Ça vous aide non seulement à vous libérer, mais ça vous aide à vous projeter. Non seulement, ça va vous permettre de faire un compte-rendu journalier de votre personne et de vos actions. Vous voyez? Donc, de ce fait, quand vous le faites, vous allez vous libérer. C'est un exercice pratique. Faites-le, enfermez-vous, restez seul et vous allez voir ce que ça va donner. Vous deviendrez de plus en plus positif. Alors, il y a un autre aspect qui est là, c'est-à-dire tout simplement la gratitude. C'est-à-dire, les gens sous-estiment le pouvoir d'une bonne action. Faire une chose sans pour autant être contraint par une exigence. Non. Je le fais malgré. Def côté à la tâche. Hein, c'est comme ça que vous le dites. Hein? Oui. Donc c'est ça. Si vous le faites, non seulement il y a un feedback, une personne vous dit merci. Ce petit merci vous réconforte. Ok? Oui. Donc je pense, je l'avais dit, hein, et c'était ma mission et c'est ma mission et ça restera toujours une mission pour moi. La gratitude. La réussite des autres doit être votre joie aussi. C'est-à-dire, faut savoir reconnaître le talent qui dort chez l'autre. C'est-à-dire, du moins que vous le reconnaissez aussi, la reconnaissance, c'est une chose que les gens ignorent. Je ne dis pas de faire quelque chose pour être récompensé après. Faites-le gratuitement, n'attendez rien en retour. Et croyez-moi, je dis bien, vous allez vous en sortir grand. Très grand. Inch'Allah. Alors, plus haut, nous avions parlé de la gestion des émotions. Comment aujourd'hui la gestion des émotions peut influencer le développement personnel? Alors, la gestion des émotions, comment ça peut influencer le développement personnel? Si on le prend sous deux angles, j'allais dire. Je prends, bon, il est bien beau de prendre sous un angle négatif d'abord. Ok? C'est-à-dire, tout simplement, si nous n'arrivons pas à gérer nos émotions de façon positive, on perd beaucoup d'opportunités. Je prends un exemple terre à terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu peut-être des moments difficiles, disons la trahison, déception. Si je prends par exemple vous, je pense, en lisant je pense. Ah, allez-y. Ah, le gourmet quoi. Allez-y. Alors, déception amoureuse, trahison, critique et tout ça. Maintenant, si vous n'avez pas un mental d'acier pour surmonter tout cela, vous allez vraiment vous planquer un couteau. Vous voyez? Donc, il est très important pour moi de comprendre que les gens vous critiqueront,
Les gens vont dire du n'importe quoi sur vous sans vous connaître. Les gens vont dire et continueront à dire parce que c'est leur rôle. Alors du côté, j'allais dire, les émotions positives, j'aime bien. Maintenant, il faudra les gérer de façon positive. Et comment les gérer? Moi, je serais un peu plus pragmatique. J'ai l'habitude de dire, il faut toujours sourire. J'aime bien le sourire. C'est-à-dire, en souriant, vous vous libérez. Ok? Alors, il y a plusieurs façons de détecter les émotions. Ça peut être interne comme externe. Mais le plus important, c'est quoi? Il y a de ces réalités qu'on ne peut pas contrôler. C'est vrai, on ne peut pas les contrôler, mais la deuxième des choses, on a le choix. C'est dans la prise de décision. On prend une décision de s'en débarrasser. Donc ça ne va pas. On ne peut pas le contrôler, mais on a la décision. On a la force de prendre une décision. Donc de ce fait, comment ça peut réellement influencer nos émotions? C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous pratiquez cela, quand je dis la gratitude, ça renforce vos émotions. C'est-à-dire à chaque fois, vous êtes dans la joie. Et là, vous êtes plus dynamique dans ce que vous faites. Vous avez plus d'ouverture d'esprit. Ça va permettre de mieux analyser, de mieux prendre une décision réfléchie, je dis bien. Mais ça, quand vous avez une émotion négative, vous prenez une décision comme ça. Et ça peut impacter votre vie. Ça peut influencer votre développement personnel. De ce fait, il est très, 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 très crucial pour moi que chacun d'entre nous essaie d'abord de dire, ça c'est mon passé. Ne soyez pas collé sur un mur du passé pour vous juger vous-même. Il est très important. Oubliez tout ce qui vous est arrivé. C'est vrai, on n'a pas le pouvoir de changer le cours de l'histoire, mais on a le pouvoir de décider de l'histoire qui suivra. Donc, c'est-à-dire le plus important, c'est une décision. La prise de décision, elle est cruciale. Donc, de ce fait, les émotions négatives de côté, et ça doit nous renforcer plus davantage. Moi, je dis toujours, mon expérience personnelle, c'est que j'ai vécu pas mal de choses, très honnêtement. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est je suis accepté que c'est la vie, c'est une réalité qui devait m'arriver. Et c'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait mal. Je dois prendre une décision d'aller de l'avant. Et ça doit être une force pour moi pour pouvoir oublier tout ce qui m'est arrivé. Et à chaque fois que je regarde derrière moi, je dis, ah pourtant. C'est-à-dire, quand vous disiez pourtant, si ça n'aurait pas été telle chose, je n'allais pas arriver ici. Et ça doit être un moteur qui vous pousse à aller de l'avant, à vous propulser, à cultiver plus en état d'esprit positif. Focus sur l'essentiel et vous allez y arriver. D'accord. De très beaux messages quand même venant de votre part. Et toujours dans le développement personnel, comment, maintenant là je vais un tout petit peu inverser la question, comment le développement personnel va influencer la capacité d'une personne à devenir un bon leader? C'est-à-dire tout simplement, un bon leader, un grand leader, un bon leader selon l'appellation et l'aperçu de la génération actuelle. Okay. Ah, si nous parlons de la génération, j'en fais partie, c'est pas grave. C'est-à-dire tout simplement, nous, on pense un leader est un influenceur. Je suis d'accord, un leader est un influenceur. Mais, quelle est réellement la mission d'un leader? Et c'est quoi réellement un influenceur? On va en venir, si j'arrive à sauter cette partie, vous me faites revenir. C'est-à-dire, ce développement personnel, c'est-à-dire, le leader a besoin de travailler sur lui d'abord. De se former davantage. C'est un leader qui ne se forme pas, ce n'est plus un leader pour moi, mais c'est un suiveur. Et pour un leader qui diversifie ses compétences, est un leader appelé à accomplir de grandes choses. Donc, pourquoi le développement personnel utile au leader? C'est-à-dire, ça va te permettre à chaque fois de ne pas vous dérailler de vos objectifs. Ça va vous permettre de vous concentrer plus sur vos visions, vos rêves, vos aspirations. Parce que ça vous permet non seulement de vous fixer des objectifs atteignables, réalisables, longtemps possible aussi. Et non seulement si ça doit influencer pourquoi on en a besoin, c'est-à-dire du fait, par exemple, d'avoir un mentor,
Chaque leader a un mentor seulement. Lui, c'est comme un éducateur qui est là. Il nous aide à chaque fois d'avoir plus de confiance. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça veut dire que tous les leaders, quelque part, quand ils sont dans leur coin, il y a quelque chose qui traverse leur tête. Est-ce que je vais y arriver? Ça arrive. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'ils se posent. Donc, de ce fait, il est très important de pratiquer tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, la lecture, la méditation, travailler sur sa confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de soi, surtout, hein, la reconnaissance surtout. Parce qu'il faudra, à un certain moment, apprendre aux leaders qu'ils doivent, à chaque fois, contempler, qu'ils doivent à chaque fois reconnaître, qu'ils doivent à chaque fois célébrer leur victoire. Aucune victoire n'est petite. Aucune victoire. J'ai réalisé telle chose, mashallah. Revenez à chaque fois sur cette chose. C'est aussi une façon de vous développer. J'ai réalisé telle chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc, si un leader, vous arrivez à le faire, mashallah. Donc, ça compte beaucoup. Reconnaissez autant pour moi vos réalisations. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos réalisations. C'est très important. Donc, de ce fait, il faudra de temps en temps avoir un mentor, surtout c'est très important. Chacun d'entre nous a un mentor. Donc, une personne qui va aller de l'avant, un conseil qui m'a été donné par une grande dame, il faut avoir toujours un mentor. D'accord. Donc, et aussi de dire qu'il faut toujours célébrer ces petites réussites quand même, parce que rien n'est minime. Alors, lors de votre discours tout de suite, vous étiez en train de parler entre la différence entre le leader et l'influenceur. Donc, comment sont-ils liés? Quelle est leur différence? Super. Là, ça va me permettre de parler d'une vie, une vie dans une entreprise, par exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, vous avez 5 ans, ou bien 10 ans d'expérience, et quelqu'un vient juste dans une entreprise, et à chaque fois, s'il a besoin d'une information du côté, par exemple, disons, la communication, il vient vous demander. Elle vient vous demander déjà. Donc, cela ne veut pas dire que vous êtes leader. Si à chaque fois, c'est toi qui donne de bonnes informations, vous n'êtes pas leader. Vous avez le pouvoir. Il y a une différence entre le pouvoir et le leadership. C'est-à-dire, le pouvoir, vous avez le pouvoir de l'information. Ok? N'oubliez pas, tout à l'heure, nous avons dit, le leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui montre le chemin. C'est vrai? Et par une vision. On est d'accord? Donc, de ce fait, vous avez un pouvoir. Ok? Étant donné le leader qui montre le chemin, il est là, avec sa vision éclairée, bon, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on a tel objectif à atteindre. Mais, par exemple, chargé de communication, directeur commercial et tout ça, vous avez juste le pouvoir de l'information. Vous voyez? Étant donné un influenceur, j'aime bien taquiner, mais bon, je ne vais pas citer le nom, sinon le gars va porter plainte sur moi. Cette fois-ci, il sera à l'écart de cette histoire. Prenons sur TikTok. Il y a les gens qu'on appelle les influenceurs. Oui. Sont-ils leaders ou pas? Quelle est la différence entre Jogay et, par exemple, Chonignan, Ousmane Sonko et j'en passe? Quelle est leur différence? Il y a une différence, vous voyez? Oui. Et on peut tous les appeler influenceurs. Mais qu'est-ce qui leur différencie? Vous voyez? Donc, il y a une vision qui est là. Je ne dis pas, Jogay n'a pas de vision. Non, je ne dis pas, c'est une personne que j'admire beaucoup. Hein. Parce que derrière ce qu'il dit, il y a plein de leçons. Donc, il faudra comprendre cela. Donc, tout le monde est né leader, mais tout le monde n'est pas appelé à devenir de grands leaders. Et chacun d'entre nous, forcément, est appelé à être excellent dans un domaine, ou peut-être il est dans la comédie, et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas leader. C'est-à-dire, le leadership, les gens pensent toujours être un leader, tout simplement. Il faut être un homme politique, il faut être. Moi, je dis. Il faut être, en tout cas, dans l'administration. L'administration pour être un leader. Mon papa n'est pas dans l'administration. Et j'ai cité mon papa comme un exemple. Vous voyez? Un père de famille peut être un leader. Comme il ne peut pas l'être aussi. On voit le plus jeune de la famille peut être le plus grand leader de la famille. Le plus jeune. Et ça arrive. Donc, il faut savoir différencier
ces aspects, je pense, ce n'est pas un cours magistral si on allait Oui. perdre beaucoup de temps. Donc, il est très important parce qu'on le reconnaît par sa vision. Mhm. Vous voyez? Mhm. Et un influenceur, point, un influenceur, 3 points de suspension, Mhm. il est là peut-être pour chercher 1000 vues, 150 000 et j'en passe. C'est juste un influenceur, c'est sa mission. Pour lui, mais qu'est-ce qu'il fait derrière, Adamo? Donc, et j'en passe. Désolé de son nom, mais ça arrive. Mhm. Donc, il faudra savoir réellement différencier ces personnes. Quelqu'un qui a un pouvoir d'influencer Mhm. et quelqu'un qui influence par sa vision sans pour autant passer par peut-être un pouvoir d'achat, par exemple transactionnel. Par exemple, la politique des années 1950 jusqu'à 2000, 2019, 2000, ainsi de suite, il y a une très grande différence. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Les gens ont utilisé le pouvoir peut-être du verbe, dont je disais tout à l'heure, et les autres avaient utilisé le pouvoir d'achat, Mhm. l'achat des consciences. Mhm. Et eux tous, Mhm. ils sont des leaders. Mais quelle est leur différence? Les caractéristiques qui les différencient. L'autre utilise le pouvoir d'achat, l'autre utilise le verbe. Cela ne veut pas dire que je suis forcément avec ces gens qui utilisent le verbe. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de personnes qui utilisent le verbe. Moi, en personne, j'ai une fois rencontré Chongyan. Une seule fois, j'ai dit, on a passé, je pense, par le biais d'un ami résiste, on a passé, je pense, 10 minutes d'échange seulement. Mhm. J'ai aussi quelqu'un que je vois ce qu'elle est en train de faire, c'est une femme, Annette Sec. Sa façon de faire la politique, c'est une politique que j'appelle une politique sociale. Elle n'achète pas. Donc, beaucoup de personnes influencent. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, je pense, on va en revenir largement, qui veulent à tout prix vous acheter par le biais du fric. Donc, il faudra savoir les différencier aussi. D'accord, c'est un élément très important à connaître, mais toujours dans le domaine des influenceurs, comme vous avez dit, il y a le pouvoir du verbe, mais je dirais aussi qu'il y a le pouvoir de l'action. Par exemple, si je me trompe pas, l'année dernière, il y avait le joueur portugais mondial, Cristiano Ronaldo, qui lors d'une conférence interview avec les journalistes, il y avait une bouteille de Coca-Cola à côté et une bouteille d'eau. Et ce qu'il avait fait, il avait pris la bouteille de Coca-Cola qu'il a mis là, et après il a ouvert la bouteille d'eau pour ouvrir. Et tout de suite après, quelques jours après, Coca-Cola a perdu pas mal de millions d'abonnés juste parce qu'il avait déplacé leur bouteille et avait préféré prendre l'eau. Comparé à ces autres influenceurs qui, eux, il faut au fait qu'ils travaillent un tout petit peu leur page au niveau des réseaux sociaux pour avoir des vues et être apparemment reconnus. Selon eux, plus tu as de vues, plus tu as de followers, tu es considéré peut-être comme un leader ou quelqu'un qui en vaut la peine pour pouvoir promouvoir la marque d'une entreprise. Oui, je suis d'accord Donc, avec vous. voilà. C'est-à-dire, j'avais sauté cette part, c'est-à-dire tout simplement, Mhm. parole plus action. Et j'ai l'habitude de dire, il y a une équation du leadership des arts Mhm. que j'appelle, c'est-à-dire vision. Mhm. C'est-à-dire vision Mhm. plus confiance est égal à action. Forcément. Parce qu'on peut pas à chaque fois parler sans mener une action. Ça demeure dans un verbiage inutile. Mhm. Donc, un leader doit passer à l'acte d'abord. Mhm. Donc, je veux Mhm. qu'on fasse telle chose. On aille ensemble. Là où on dit, allez-y et allons-y. Le manager peut dire, allez-y, c'est pas grave. Mais le leader dit, Allons-y. allons-y. Donc, D'accord, c'est compris, c'est noté et c'est enregistré. Alors, leadership et développement personnel, des domaines qui sont là, mais qui sont conduits par l'art oratoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Vous aviez un cabinet dénommé Élite, le cabinet des élites, et en parlant aussi d'art oratoire, vous organisez un concours d'art oratoire pour ceux qui veulent certainement se perfectionner. Quel conseil vous donnez aujourd'hui à ceux qui veulent améliorer déjà leur prise de parole en public, leur art oratoire quotidiennement? c'est de nous rejoindre. C'est de nous rejoindre avant La tout. meilleure des choses. La meilleure des choses. Mais je pense que il y a plusieurs façons. Mhm. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont vraiment
j'ai dit bonne en art oratoire sans se rendre compte. Vous savez, peut-être c'est la perception qu'elles ont de leur personne, l'estime de soi, mais la meilleure façon, c'est de s'entraîner. L'entraînement est la base de toute chose. C'est la force des grands orateurs aussi, hein. L'entraînement, il faut vous entraîner chaque jour. J'ai dit chaque jour, chaque instant. Il faudra vous entraîner. Moi, je m'entraîne 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et bon, disons entre guillemets, coach qui s'entraîne 3 fois par jour. Et toi qui as un problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire 8 fois par jour. Donc, il y a l'entraînement. Et je pense, la force, c'est les gens qui sont tellement excellents en art oratoire, la plupart de ces personnes ont eu l'expérience associative. Les gens qui ont eu la chance de participer dans la vie associative, dans les activités et j'en passe, moi, c'est mon cas. Depuis tout petit, depuis l'école élémentaire, je suis déjà dans la vie associative, c'est comme moi que je vous parle. Et j'avais eu la chance de prendre beaucoup de responsabilités, secrétaire-président. J'étais dans l'obligation de prendre la parole. Et ça renforçait plus ma confiance, ça renforçait plus mon verbe et tout. Et en tout temps, vous êtes obligé de tenir les discours et tout ça, passer les informations dans les salles de classe et tout. Donc, ça vous aide. C'est-à-dire, s'il y a une possibilité aussi d'intégrer ces associations, d'aller participer aux activités, de prendre la parole devant quelques personnes, de vous mettre devant un miroir chez vous et de vous entraîner, ça va beaucoup vous aider. Et très honnêtement, ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça va vous aider aussi. Inch'Allah. Alors, je rappelle le thème leadership, le leadership et le développement personnel dans le monde d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions eu comme invité Monsieur Blaise Gomis, ou appelé encore Coach Gomis, hein, qui est fondateur du cabinet des élites, coach en développement personnel et aussi en prise de parole en public. Nous avions commencé d'abord par définir ce qu'était le leadership, même si au début vous n'aviez pas voulu vraiment définir. Mais retenez tout simplement qu'un leader, c'est vraiment quelqu'un qui montre le chemin, qui mène un groupe et qui, bien sûr, les aide à pouvoir mener, en tout cas, cette vision qu'il a et qu'il essaie aussi de partager avec les autres. Il a aussi parlé qu'il existe divers types de leaders et que lui, il voulait beaucoup plus se concentrer sur le leader serviteur, le fait de pouvoir donner et d'aider les autres. Il a donné l'exemple de notre très cher Premier ministre Ousmane Sonko et aussi du grand entrepreneur Chon Nyan, qui est un leader serviteur d'après lui, d'après ses actions, et que avec son cabinet aussi, il arrive à faire ressortir le type de leader qui est en vous pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ce domaine. Et aussi, il a eu à parler d'autres types de leaders, autrement dit le leader transformationnel, le leader caché et le leader apparent, quelque chose quand même qui est un élément à prendre en compte et qu'il faudrait vraiment se tourner pour ça. Nous avions aussi parlé des traits les plus importants d'un leader. Autrement dit, la résilience tout d'abord, la gestion des émotions, la confiance en soi, l'estime en soi, le fait d'être compétent dans son domaine et de toujours se former. Vous êtes là, vous êtes toujours en train de vous entraîner 3 fois par jour. Donc vous aussi qui vouliez être dans ces conditions. Et dernièrement, ce qu'il a dit, ceux qui ont la facilité dans leur prise de parole en public, qui ont un art oratoire, un verbe facile, ce sont ceux qui ont eu des expériences dans le milieu associatif, autrement dit dans la citoyenneté active. Et donc quand on parle en public, plus la parole va se développer, plus ton art oratoire, ta posture, ta gestuelle, et plus encore ton leadership va certainement augmenter parce que tu vas interagir avec des personnes. Et il a aussi parlé la différence entre le leader et l'influenceur avec tout ce qu'on est en train de dire et autres, et aussi des aspects les plus cruciaux en développement personnel. Le premier aspect pour lui, c'est la lecture. On ne peut pas se dire qu'on va entrer dans tel domaine, se dire qu'on va se contenter de ce que l'on a entendu, de ce que l'on a vu par-ci, par-là, mais il faut s'informer et pour ça, il y a la lecture et aussi, il a beaucoup
mis l'accent sur la méditation et ça de le faire chaque jour. Donc nous avions eu aussi à voir la différence entre le leader et le manager. Donc je pense que vous aviez été bien servi concernant ce thème, mais il y a une toute dernière question que je vais demander avant le mot de la fin pour ces personnes qui ont une voix lente, pour ces personnes qui n'ont une voix qui n'est pas assez forte pour se faire entendre, pas assez audible et qui ont aussi une voix lente. Quel type d'exercice, quel conseil est-ce que vous les donniez pour pouvoir améliorer et d'avoir une voix beaucoup plus fluide? C'est-à-dire, c'est les gens qui chuchotent. Alors, je pense l'exercice qu'ils peuvent, les personnes, j'allais dire, peuvent faire, c'est tout simplement, auparavant, je pense, au commencement, les gens utilisaient les cailloux. Vous voyez? Ça va leur permettre non seulement de travailler votre voix, mais maintenant, avec l'avancée, je pense qu'ils peuvent aussi utiliser la technique des comédiens. Naturellement, c'est eux qui utilisent les stylos. Placez un stylo là, et vous essayez de parler un peu plus fort. Ok? Maintenant, je pense, il y a une cause. Parce que je ne dirais pas, ces personnes n'ont pas une voix audible. Mais est-ce que leur posture a été bonne quand elles prenaient la parole? C'est-à-dire, la posture, c'est-à-dire, si quelqu'un s'assoit comme ça, pour parler, ça pose problème. Mais s'il est comme ça, pour parler, ça ne pose pas problème. Maintenant, si vous avez une voix qui n'est pas audible, maintenant, il faudra traverser votre posture. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, la posture, on ne peut pas la contrôler, mais on peut la vérifier à chaque fois. On ne peut pas contrôler, mais on peut la vérifier à chaque fois, en y prêtant attention. Ok? Maintenant, les gens qui parlent lentement, s'il y en a tout pour moi. S'il y en a tout. Vous savez pourquoi? Ça va vous permettre non seulement de vous réécouter en même temps et de permettre à l'autre de mieux consommer ce que vous êtes en train de dire. Mais trop lent, c'est pas bon. Mais de façon, par exemple, papa, là, c'est une bonne chose. Ça travaille plus votre éloquence. Ça vous permet non seulement de capter l'attention des autres, parce que les gens, quand ils n'arrivent pas à vous écouter et à vous entendre correctement, immédiatement, ils démissionnent. Et ce que nous appelons, bon, vous êtes en train de me faire parler de beaucoup de techniques, les gens ne viendront pas. Non seulement, il y a ce que nous appelons la rampe. C'est-à-dire la rampe, vous êtes à 1000% responsable de ce qui pourrait arriver à votre auditoire, par votre voix, vos gestuels, votre regard et tout. Donc, c'est-à-dire, vous êtes responsable. Maintenant, avec la voix seulement, j'ai dit la voix seulement, la première technique en art oratoire, c'est la voix. La voix seulement, vous pouvez capter 1000 personnes. Une voix. Bonjour, mesdames et messieurs. Les gens, ah, c'est qui? Sans voir votre posture, sans voir vos gestuels. Ok? La voix seulement. Donc, de ce fait, entraînez-vous. Prenez, si vous voulez, les cailloux, hein. Voilà. Prenez, c'est bien beau, quoi. Hein? Ou prenez un stylo, ou à chaque fois, essayez de lire à voix haute pour voir ce que ça va donner. Si vous le faites de temps en temps devant un auditoire, vous n'avez pas besoin de crier. Maintenant, ça dépend du type de public qu'on a devant nous. Parce que devant 3 personnes, 4 personnes, on n'a pas besoin de crier. Devant 1000 personnes, si on n'a pas un micro, il faut savoir, vous avez du job à faire. Non, mais il faudra juste vous entraîner. Entraînez-vous, sinon, venez chez nous. Inch'Allah. Merci pour les conseils. Et quel est votre mot de la fin aux auditeurs de Téléécole? Avant tout, vous remercier. Hein. Vous dire merci pour cette invitation. Et je suis tellement ravi de partager ce plateau avec vous. On se connaissait via WhatsApp avec l'avancée de la technologie. Et merci beaucoup. Mais le mot de la fin, c'est de dire à toute ma génération, j'ai dit, toute ma génération, ne rien lâcher. Parfois, la vie va vous gifler. Et la vie d'aujourd'hui n'est pas un combat. N'est pas un combat seulement, mais c'est une lutte. C'est une lutte. C'est-à-dire, tu reçois
elle t'en donne la vie. Donc chacun d'entre nous doit comprendre qu'il a une histoire à écrire. Soit elle est petite pour les autres, mais elle est grande pour toi. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, je préfère écrire une histoire que de lire une histoire. Donc chacun d'entre nous doit écrire une histoire. Réaliser ce qu'il souhaite faire réellement et de ne pas regarder les autres ou de ne pas le faire pour plaire à tel ou à Massamba. Le plus important, c'est vous d'abord. C'est votre vie et nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons une famille à nourrir, à servir. Nous avons une génération à inspirer. Nous avons et tout le monde peut devenir. Donc il faut se donner à fond. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à écrire votre histoire en menant bien sûr des actions concrètes pour faire évoluer votre vie, réussir votre vie, mais aussi aider les autres à réussir leur vie. Alors, ne nous quittez pas tout de suite. Nous allions démarrer la rubrique culture avec le même invité, hein, voilà, parce qu'il est aussi auteur. Donc, à tout de suite pour la rubrique culture. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À présent, la rubrique culture avec toujours notre même invité parce qu'à part être coach en développement personnel et prise de parole publique, il est aussi auteur, écrivain, poète et slameur. Alors, aujourd'hui, nous allions présenter son livre Les mythes d'un villageois, donc qu'il a eu à publier dans les éditions Artige. Alors, il a été lauréat du concours interacadémique sur la paix en Casamance en 2017, finaliste national des arts oratoires en 2019 et lauréat également du concours de slam du réseau des femmes de l'espace CEDEAO à Dakar en 2022. Alors, Blaise Gomis, qu'est-ce qui vous a tout d'abord, depuis quand est-ce que vous êtes passionné d'écriture et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à le faire? Alors pour moi, l'écriture était pour moi mon ultime refuge pour oublier mes soucis. Donc au départ, j'écrivais pour écrire. Je n'avais pas l'objectif quand même d'écrire un ouvrage. Peut-être j'étais pas assez mature pour comprendre que je devais produire un ouvrage. Mais pour moi, c'était un refuge pour oublier mes soucis, pour entrer en contact avec ma personne intérieure. C'est-à-dire, quand j'écrivais, je me sentais libéré de certaines chaînes. Donc, ces chaînes, autant pour moi, m'ont permis non seulement à me forcer, autant pour désolé. C'est-à-dire, tout simplement, la lecture était une passion. Malgré, au départ, je n'aimais pas lire. Mais entre-temps, j'ai décidé de me lancer. Mais par le biais d'un professeur qui m'a beaucoup aidé, qui est M. Ndao, un prof de lettres au lycée de Marsassoum, que je salue, hein, et toutes mes félicitations avec M. Ndiaye. Donc, je pense, il me disait à chaque fois, non, c'est possible, tu peux devenir. Il m'a beaucoup aidé dans la rédaction surtout, et j'ai l'habitude de dire aux gens, comme nous l'avions dit tout à l'heure, chacun de nous a un mentor. Il me disait, il faudra le faire. Il ne m'a jamais lâché. Quand je veux écrire quelque chose, il me dit, viens, je produis, après il me dit, c'est pas ça. Je retourne à la maison, va lire, je lis, et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a donné cette passion de vouloir devenir, sûrement, un grand écrivain. D'accord. Et quelle est votre démarche créative? Comment est-ce que vous faites pour être inspiré? Ou les mots viennent-ils facilement? De nature, bon, c'est loin de me vanter, mais de nature, je suis inspiré. Je sais pas, dû aux différentes réalités que j'ai rencontrées, je sais pas, mais quand je décide d'écrire, j'écris. Et quand je veux, comment dire, c'est-à-dire inventer une chose, j'y arrive facilement. Mais ma force, c'est la solitude. J'aime bien être seul pour travailler. Et surtout tard la nuit, waouh, machallah, ça m'a beaucoup aidé parce que quand je suis seul, je m'inspire de tout et de rien. Je choisis au hasard un sujet et j'écris, comme je peux improviser à tout moment. Donc, ces choses m'ont beaucoup aidé. Et aussi les différentes rencontres. Et moi, je dis, chaque rencontre me donne une image. Et cette image, je peux la poétiser. Et ça m'a beaucoup aidé.
et de façon libre et facile. C'est pourquoi l'écriture, bon, ça ne me fatigue pas, mais la solitude est la base. D'accord. Et est-ce que vous avez eu une référence en écriture? Quelqu'un qui vous a marqué? Waouh, beaucoup même. Bon, je dirais Fatou Diom. Ça, c'est une bonne Fatou Diom, je prends Diom en Wolof, amna Diom quand même. Fatou Diom, elle m'a beaucoup inspiré de par son parcours, de par son courage et sa détermination. En lisant peut-être son histoire, je me retrouve quelque part en lui. Donc je me suis dit, pourquoi pas, parce que moi j'ai l'habitude de dire aux gens, Fatou Diom, c'est une grande villageoise. Donc, elle vient de loin, moi je suis un grand villageois. Donc, je pense que les histoires sont un peu similaires. Elle a su le faire, moi je peux le faire aussi. Et à chaque fois, en l'écoutant, je sens ou je ressens quelque chose vraiment qui me dit, allez-y, je peux le faire. Et quelqu'un qui est vraiment solide, qui a une base d'écriture, vraiment qui inspire la jeunesse et qui m'inspire surtout moi. Parce que c'est la personne que je suis, hein, même dans les réseaux sociaux. Et au plaisir peut-être un jour de la rencontrer. Inch'Allah. Moi aussi, je rêve de la rencontrer. Ah, d'accord. Alors, pourquoi avoir choisi le cadre de la poésie? Pourquoi pas écrire un roman comme ce que Fatou Diom fait? Pourquoi venir s'imposer dans le monde de la poésie? C'est-à-dire, la poésie, c'est de l'art. Mais un art très difficile, il faut le reconnaître. Ah bon? Et très délicat. Ah bon? Tout le monde ne peut pas être poète. Bon, je ne sais pas. L'écriture diffère. Mais diffère, c'est vrai. Chacun d'entre nous a son style. Mais je pense, tout écrivain est quelqu'un d'engagé. C'est-à-dire, moi, l'engagement m'a poussé à choisir la poésie. C'est-à-dire, ça me permet de mieux transmettre mes peines, de mieux partager mes sentiments et tout. Et n'oublions pas, dans chaque écriture, il y a notre personne qui reste, ou bien notre marque. Et chez nous en Wolof, on dit quoi feigne. À beau faire semblant dans vos écritures, on retrouve votre caractère. Donc, je pense, la poésie pour moi, ça m'aide non seulement de pouvoir dire ce que je veux de façon peut-être voilée. Et parfois je dévoile, parfois je suis un peu tellement rigoureux avec les gens. Ça arrive. Donc, pour moi, la poésie, pour moi, c'était une façon de me libérer. N'oublions pas, la poésie aussi a une mission non seulement d'éduquer, et aussi comment dire, de répondre ou bien d'éradiquer les maux sociétaux. Donc, il faudra prendre la poésie pour moi, de pouvoir unifier les gens et de pouvoir les éclairer sur certaines choses. Mais pourquoi pas un roman? Dieu est grand, peut-être ça ne va pas durer, ça va venir. Mais je pense que la poésie était pour moi le premier départ qui va m'aider vraiment à pouvoir atteindre l'autre monde. Alors, les mythes d'un villageois, de quoi nous parle l'œuvre d'abord, si on pouvait avoir un résumé? Alors, je pense le titre. Bon, chacun est libre. Parce que du moment que vous publiez votre ouvrage, les littéraires disent la mort de l'auteur. Je suis mort. Je ne détiens plus le monopole de ce que j'ai dit, mais ma perception, les mythes d'un villageois. C'est-à-dire, un villageois est perçu peut-être quelque part comme quelqu'un d'incapable par la société pour les gens qui ont grandi peut-être en ville. Vous allez me pardonner. Mais aussi, c'est pour moi vous dire, un villageois, déjà, c'est un mythe. Vous voyez, quand quelqu'un qui quitte Diofior, quelqu'un qui quitte le plus beau village du Sénégal, qui est Niassène, mon village, Kambelemba, et immédiatement les gens pensent que c'est quelqu'un, peut-être quelque part incapable, qui ne peut pas faire, une personne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ne sait pas, derrière ce mythe, c'est quelqu'un rempli de ressources, c'est quelqu'un rempli de valeurs, quelqu'un qui a quitté chez lui pour aller chercher ou se rechercher. Vous voyez? Donc, si un mythe, il reste toujours un mythe, jusqu'à le jour où il commencera à réaliser certaines choses. Pour moi, les gens pensaient au départ, je prends un exemple, je me rappelle très bien en 2019, quand j'étais dans un séminaire, avant de prendre la parole, quelqu'un m'a dit,
t'as pas droit à la parole, tu viens de la Casamance, tu n'es pas sénégalais. Excusez-moi du terme. Et ce mot m'a beaucoup frappé. Vous voyez? Et ça m'a beaucoup touché. Derrière ce mot, parce que de nature, je ne prends pas les choses personnellement. Moi, je prends les choses de façon générale pour les analyser. Je me dis, cette personne ne sait même pas qui je suis réellement. J'essaie quand même d'apporter un surplus. Ou bien parfois les Manjaak, les Diallo, ils ont dit que les Manjaak viennent de la Guinée-Bissau et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses m'ont motivé à choisir le titre, les mythes d'un villageois. C'est-à-dire derrière chaque villageois, il y a un mythe qui se cache. Et l'ouvrage est un recueil hétérogène, parce que j'ai un prof qui m'appelle à chaque fois hétérogène. C'est-à-dire l'ouvrage traite plusieurs thématiques dont on parle de la paix en Casamance, on parle de l'unité africaine, on parle aussi de l'amitié. Vous allez retrouver un point où j'ai rendu un vibrant hommage à mon meilleur ami d'enfance, où j'ai parlé de Rose. Certainement, la question... Qui est Rose, je sais, vous allez poser cette question. Et j'ai parlé aussi de mon village natal, le plus beau village, comme je l'avais dit tout à l'heure, Kambelemba. Donc, j'ai parlé de mon enfance. Et une personne qui a été jugée mal compris, vous voyez, donc, ça parle déjà du mythe. Donc, en tout cas, c'est un recueil qui parle de plusieurs thématiques. Mais l'unique objectif, c'est d'orienter, de motiver. J'ai rendu aussi un vibrant hommage à notre Sadio Mané, et qui est un exemple pour la jeunesse sénégalaise, africaine et du monde entier. Un exemple patent, tout récemment, on a vu au Maroc une épreuve du baccalauréat dont qui est portée sur Sadio Mané. Donc, déjà, c'est des choses donc qui fait plaisir quand même, énormément. Alors moi, je vais revenir sur le mot village, déjà pour dire que quand le mot village a été donné comme ça, dénommé comme ça, déjà, pourquoi est-ce qu'on appelait une terre un espace village? Peut-être que ça pouvait être par rapport à l'habitation, par rapport aux traditions qui se faisaient. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, votre village, Kambelamba, est un village, d'accord. Il peut être un beau village qui est considéré comme un village peut-être par la structure des habitations. Mais n'oublions pas aussi que si un village est défini de cette façon, donc Dakar est un village. Gros village. Hein? Parce qu'avant, oui, un gros village, grotesque même. Parce qu'avant à Dakar, il y avait des cases. On voyait, avant à Dakar, il n'y avait pas de route. Il y avait que du sable. On voit les anciennes images, les anciennes photos et tout. Et que un village aussi a un espace particulier. L'espace déjà où l'air, on respire un air pas vraiment, une air pas polluée, hein, un endroit où il fait bon vivre, et que, au fur et à mesure, au fait que nous avançons, il y a des entités, il y a des espaces qui sont dénommés villages, d'autres sont dénommés villes, d'autres maintenant sont dénommés départements. Est-ce que vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ce sont peut-être ces deux dénominations qui vont aider à l'administration d'un pays de pouvoir spécifier certaines zones ou pas. Donc, déjà, pour dire que cette personne vient de ce village, ne faut pas se dire que oui, c'est une personne qui n'a pas droit à la parole, c'est une personne qui n'a pas sa place ici en ville. Et quand nous partons à l'extérieur, notamment en France, les Occidentaux, eux, ils parlent beaucoup plus de campagne, au lieu de dire village. Campagne, pour définir tout simplement tout ce qui est paisible, pour définir aussi tout ce qui est repos, un endroit où tu pourras carrément te reposer plutôt qu'à Dakar, à la ville. Et là-bas, ce sont des endroits très cléments, très, comment dire, où on ressent la joie de vivre et qui sont très, comment dire, représentatifs de la région et qui sont très agréables. Donc, en France, quand vous allez là-bas dans les campagnes des villages, franchement, vous préférez vivre au village, hein, que vivre à la ville. Donc, revoyons nos mots, revoyons aussi notre façon de faire, parce que n'oublions pas que le français n'est pas notre langue, nous les Sénégalais. Alors, les mythes d'un villageois est un recueil de poèmes hétérogènes, comme il l'a dit, où le poète décrit son amitié à son meilleur ami d'enfance. Il montre l'amour indescriptible pour sa terre natale, qui est son village Niassène Kambelamba, qui se trouve en Casamance, c'est ça?
où il a passé son enfance, joué les nawetan, mais avec beaucoup de questionnements avant de rejoindre Dakar pour ses études supérieures. Dans ce recueil, le poète ne manque point l'occasion de parler de sa rose préférée qui fait vibrer son cœur. Donc, tout à l'heure, nous aimerions bien la connaître à travers une lecture de votre part. L'auteur met un accent pointu sur le beau souvenir de son amant. Nous retrouvons également l'engagement sans faille dans cet ouvrage comme la cadence politique de nos gouvernants vis-à-vis de la corruption et la paix chantée dans toute sa splendeur. Un mérite renvoyé à notre très cher Sadio Mané, l'international sénégalais, pour toutes ses œuvres sociales offertes à la population de son pays, un recueil unificateur, rassembleur, pour une vue meilleure de l'être humain. Le poète voyage dans les annales cachées de son enfance perturbée pour les critiques infondées de son entourage. Alors, ça donne envie de lire. On voit qu'il y a la paix du cœur ici à l'intérieur, il y a la paix, il y a de l'amour, mais aussi il y a un engagement citoyen qui est ressenti ici. Mais tout de suite, nous allions découvrir Rose. Donc, si vous pouviez nous le lire quand même pour que notre cher téléspectateur ait connaissance de votre plume. Alors, je vais lire. Mhm. Regarde-moi, ma douce. Contemple mon sourire. Je t'aime. Je brûle de bonheur à ton approche, tu m'accroches. Marche allègrement. Avance, pas à pas. J'ouvre mes bras pour t'accueillir, confie-moi tes soucis. Pose ton regard sur moi. Ne t'éloigne pas de ton roi. Ton refuge ultime demeure mon sourire. Pose ta main sur mon cœur. Écoute ces rimes chamadi. Elles chantent l'hymne national de notre amour. Une balade point de panique, oublie Yannick. Suis le poète de ton âme. Tu as chaviré mon cœur pour l'arranger aux fleurs de Vénus. Je t'aime à l'infini. Alors au pays du glamour, tu comprendras que notre seule arme c'est l'amour. Ce don merveilleux qui inonde le monde de passion dévorante. Le timbre de ta voix m'a élevé. Mon Hélène, ma rose, viens sur mes lèvres, je t'arrose de miel sous la lune. Tu es ma lionne, tu sais ma nymphs, tu es la prunelle de mes yeux, ma tour Eiffel. Allume, allume ta musique préférée, on va danser, ma rose, je t'aime, t'aime, t'aime à l'infini. Un très bel hommage rendu à votre très chère Rose. On en est content. Alors, qu'est-ce que vous aviez encore à dire à cette œuvre avant qu'on passe aux deux dernières questions? Alors, je pense que je vais juste faire un appel. Le constat est unanime que l'électorat est un peu restreint au Sénégal et en Afrique. Et quelque part, c'est pas une critique, mais les autorités parfois n'aident pas la jeunesse à faire valoir leur talent. Aujourd'hui, nous prenons un exemple. C'est une occasion même de lancer un message aux autorités de ma localité qu'on appelle les Gassi. Imaginons, je ne dis pas cela pour qu'ils viennent ou qu'elles viennent acheter l'ouvrage. Lors de la cérémonie de dédicace, juste avant la publication, et pendant la publication et après la publication, on n'a vu, ou bien je n'ai constaté aucune manifestation d'une autorité pour acheter l'ouvrage. Il n'y en a pas. Et le malheur en est que elles étaient invitées pour la cérémonie de dédicace, aucune présence. Sûrement, il y a un seul maire qui a répondu, le maire de la commune de Bémé, mais les autres, personne. Aucun appel. C'est-à-dire, ça ne motive pas la jeunesse. Il faudra comprendre, si on travaille ensemble avec ces jeunes, qu'ils pourront, mais qu'elles pourront aussi, qu'ils, en tant qu'individus et qu'elles, en tant qu'autorité, atteindre leurs objectifs. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas commandeurs, c'est-à-dire, venir acheter, on a besoin de leur argent. Moi, en personne, ça ne m'intéresse pas. Mais il est très important d'encourager les initiatives. En encourageant cette jeunesse, c'est comme ça que vous aurez des résultats. Parce que cette jeunesse pourra influencer d'autres jeunes. Mais si toutefois, ce qui leur intéresse, c'est la politique, comment être réélu, comment essayer vraiment à financer plus dans les activités, excusez-moi, qui n'ont pas de sens,
Donc, par exemple, on rend hommage à telle mère. Là, il dépense plus de 500 000, 1 million. Au lieu d'investir dans la jeunesse, eux, ils préfèrent investir dans ce qui n'est pas vraiment utile. C'est que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as besoin de quelque chose qu'on appelle le pouvoir aussi. Mais il est très important d'investir dans la jeunesse et surtout de demander d'investir plus dans la jeunesse. Je dis plus les formations, parce que dans les GACI, c'est le véritable problème qui se pose. Il y a un manque de formation. Et c'est un appel qui vient de mon cœur, très honnêtement. Donc, j'en appelle à toutes les autorités vraiment de prendre conscience. Nous espérons en tout cas que le message passera et que la promotion, en tout cas sur la lecture et l'écriture, pour renforcer la jeunesse en connaissance, suivra, Inch'Allah. Alors, concernant les procédés pour la publication du livre, avez-vous eu des difficultés par rapport à cela? Oui, très honnêtement. Au départ, j'avais pas assez de financement. Donc, c'était un peu compliqué. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour y arriver. Et je me suis sacrifié pour en arriver, pour publier. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a certaines choses, on ne le fait pas parce que on veut chercher de l'argent. On le fait parce qu'on doit le faire. On le fait parce qu'on doit inspirer. Il y a les gens qui nous suivent. Il y a les gens qui veulent vraiment nous ressembler, nous rassembler aussi en même temps, rassembler. Donc, toutes ces personnes comptent sur nous et on ne doit en aucun cas les décevoir. Donc, pour moi, c'était une façon de montrer aux jeunes, les jeunes de ma localité et de ma génération, qu'il est bien possible. Peu importe les lieux d'où l'on vient, peu importe la situation familiale, peu importe notre situation financière, peu importe notre niveau d'études, peu importe, il est encore bien possible de se créer le chemin et de donner espoir à d'autres jeunes. Et la publication de cet ouvrage a fait réveiller beaucoup de personnes. Je reçois pas mal de messages et je vois aussi de l'autre côté mes anciens professeurs qui ne cessent de faire la promotion de l'ouvrage. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent aussi et qui m'envoient des messages via WhatsApp, TikTok et tout ça. Donc, qui aimeraient aujourd'hui écrire. Et je me suis dit quand même, Dieu merci, j'ai atteint un objectif, voilà, bien précis. D'accord. Alors, transmettre l'espoir à travers les mythes d'un villageois, apparemment, c'est réussi. Et nous, en tout cas, nous vous souhaitons en tout cas que ça puisse dépasser les frontières. Et j'espère aussi que vous auriez l'initiative d'écrire un livre pour l'art oratoire, le leadership ou le développement personnel, pourquoi pas. Inch'Allah. Alors, nous étions sur la rubrique culture avec comme invité Monsieur Blaise Comis, qui est fondateur du cabinet Les Élites, coach en développement personnel et en prise de parole en public. Il a été lauréat de plusieurs concours en slam et aussi en art oratoire. Et il a aussi été avec nous tout d'abord avec la rubrique leadership et éducation sur le leadership et le développement personnel dans le monde d'aujourd'hui, dont nous avions été très bien servis. Et il a été aussi avec nous avec la présentation de son ouvrage Les mythes d'un villageois. Donc, il est tout à fait possible d'allier sa profession et l'écriture et surtout la lecture. Alors, le message qu'il nous a donné durant son discours sur les deux rubriques, c'est vraiment de ne pas abandonner et que dans cette vie, il ne faudra pas que se battre, mais il faudra aussi mener une lutte plutôt, pas contre soi-même, mais aussi contre tout le monde, parce que nous allions recevoir des critiques de partout. C'est toujours un plaisir de vous accompagner dans vos programmes matinaux. Donc, nous nous disons à bientôt pour d'autres matinales éducatives. Le 10h midi sera toujours là pour vous présenter des invités qui vous amèneront une culture générale de plus, qui partageront avec vous des expériences qui vous aideront, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre vie personnelle. Donc, restez sur la 106.1, sur la chaîne 225 du bouquet Canal+, et disons-nous à bientôt pour découvrir encore de nouveaux thèmes, de nouvelles rubriques et évidemment de nouveaux invités.
10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.